À venir dans cet épisode. Ça a éclaté. Moi, jamais de ma vie, j'ai eu 15 000 likes dans quelques heures pour une vidéo. En peu de temps, tu es devenue Émilie Cuisine, que tout le monde reconnaît. C'est quoi l'arrière-scène de ça? Comment tu te sens? Comment tu vas? Quand même beaucoup de stress. C'est comme tu es en prison. Tu t'es emprisonné toi-même. J'ai appris que avoir du stress, ça fait partie de grandir. Est-ce que tu as l'impression parfois que tu dois diminuer un peu ta lumière en tant que femme, qui prend de la place, qui rit, qui a une énergie contagieuse? Est-ce que tu as parfois l'impression que tu dois diminuer tes compétences, tes accomplissements pour rendre confortable ton entourage ou les personnes que tu côtoies qui ne sont pas nécessairement dans le même milieu? Je n'ai pas à diminuer ma lumière pour qui que ce soit. Je veux que ce monde-là ait beaucoup plus de femmes confiantes, fortes. Ça peut te détruire et ça peut te construire. Faire exactement. Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. What's up, guys? Bienvenue au Black Ink Podcast pour un épisode très spécial. Vous l'avez sûrement remarqué, il y a déjà une première différence, c'est que je remplace Carlando en tant qu'hôte pour un épisode entièrement féminin avec une femme que vous allez normalement reconnaître, que je n'ai pas besoin de présenter, mais on va le faire quand même. Je suis avec Émilie Lafortine. Merci, Émilie, d'être là. Bonjour. Je me sens très contente, très heureuse d'être là aujourd'hui. Je sais qu'on va avoir une conversation vraiment intéressante. Donc, ça me fait grand plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté. Je pense que dans mon rêve le plus fou, ce que je voulais, c'est t'avoir, mais je me suis dit probablement que tu ne seras pas là. Mais le fait que tu sois là et que tu aies accepté que la personne que tu démontres sur les réseaux sociaux, c'est aussi celle qu'on voit en vrai. C'est tout à ton honneur. Donc, merci d'être présente. Non, ça fait plaisir. J'ai tout l'honneur d'être là. Ouais. Donc, notre conversation aujourd'hui, c'est sur le fait d'être femme, entrepreneur et noire en même temps. Donc, les défis, la réalité, les succès, les difficultés de l'être, mais aussi les belles... Ce qui est beau à être une femme et entrepreneur. Et ma première question pour toi, je te la pose parce qu'on s'est parlé avant l'épisode. Et tu m'as dit que tu t'identifiais pas à nos autres invités parce qu'ils étaient très... tu t'es dit, ah, ça, c'est pas moi. Est-ce que tu te considères comme une entrepreneur? Ah, bien sûr. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de types d'entrepreneurs. C'est pas l'image pour moi. L'image d'entrepreneur, c'est pas que porter des soutes, porter des complets, être très chic, très sérieux. Moi, dans ma vie normale, je suis pas trop comme ça. Donc, c'est pour ça que quand je regardais vos podcasts d'avant, je disais, oh my God, ils sont tous très vestis, très sérieux, très cadrés. Comme ça. Sinon, tu te considères entrepreneur? Ben oui, bien sûr. Et moi aussi, je te considère entrepreneur. Je pense qu'on a différentes façons de le voir. Et justement, ce qu'on voulait faire avec cette saison, c'est de partager l'expérience de ceux qui sont un peu différents, qui font les choses autrement. Parce que, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont regarder, qui vont vouloir une image à laquelle se coller, trouver quelqu'un à qui ils ressemblent. Donc, montrer plusieurs profils, je pense que c'est ça qui va encourager l'entrepreneuriat au sein de nos communautés, mais surtout auprès des jeunes femmes. Exactement. Justement, en parlant de ça, ma première question pour toi, c'est comment ton parcours entrepreneurial a commencé? Est-ce que tu as toujours voulu être ça? Est-ce que c'est arrivé par surprise? C'est quoi le cheminement de Émilie Cuisine qui est l'entrepreneur qu'elle est aujourd'hui? Ah, c'est quand même une longue histoire, mais je crois que ça s'est arrivé par surprise. Même si, dans le fond, c'était déjà ça, mais je ne me suis pas rendu compte. Qu'est-ce que tu veux dire par c'était déjà ça? Oui, parce qu'avant d'arriver ici au Canada, je vivais en Argentine. Et en Argentine, je travaillais déjà à mon compte. Peut-être, dans ma tête, je ne considérais pas ça comme être une entrepreneur, mais c'était vraiment ça. Par exemple, je faisais des tresses aux gens. Je vivais de ça, donc c'est entreprendre. Des fois, on a cette habitude de sous-estimer ce qu'on fait. Je crois que c'est ça qui m'est arrivé, que j'ai jamais eu ça dans ma tête, que « Ah, OK, je vais pouvoir ouvrir un grand salon. » Mais dans nos têtes, c'est toujours ça, avoir comment je pourrais dire ça, une place physique. C'est ça que, je le faisais chez moi, mais quand même, ça m'apportait un revenu. Donc, c'était ça. Mais là, maintenant, en arrivant ici au Canada, puis j'ai commencé à travailler parce qu'on est venu
pardon. Ça, c'est Non, sûr c'est qu'on va... correct. On va le couper. Donc, oui, on est arrivé ici, moi et mon conjoint, étant que travailleurs. Et donc là, je devrais aller travailler. Ben, l'entrepreneuriat, c'est pas considéré un travail pour ton... Tu pouvais pas être entrepreneur? Il fallait que tu travailles quelque part? Oui, non, il fallait que je travaille quelque part, légalement, parce que je suis venue avec un permis de travail. Okay. Exactement. Donc, je ne me sentais pas bien avec ça. Je me suis déjà habituée. Le fait que je travaille à mon compte, je fais mon argent seul. Donc, j'aimais pas ça. Donc, du coup, je dis, il faut que je trouve quelque chose à faire de mon compte. Donc là, je dis, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais je dis, pourquoi pas retourner à faire des tresses, être tresseuse, si on peut le dire comme ça. Donc là, j'avais déjà un compte d'Instagram pour les tresses et tout. Donc, je dis, je vais continuer à poster, continuer c'est sûr que je vais changer la langue. Avant, je postais en espagnol. Là, mettons, on est à Montréal. J'ai reconstruit, vraiment, j'ai reconstruit ça. J'ai eu des clients, je travaillais, puis je faisais ça en même temps. OK. Après, la création de contenu, c'est venu vraiment par surprise. Et je me sentais pas trop bien. J'étais comme... Parce que j'avais déjà ma vie en Argentine. Je me suis déjà habituée avec la vie de là-bas. Puis là, c'était vraiment un autre monde. Je ne connaissais personne. Les activités me semblaient... comment je pourrais dire ça? C'était pas... à quoi tu étais habituée? Non, c'était pas à quoi que j'étais habituée. Donc, j'ai dit, OK, donc, qu'est-ce que je pourrais faire dans mes temps libres pour surpasser cette dépression-là, parce que j'étais vraiment dépressive. Et puis là, j'ai dit, OK, je vais faire des petites vidéos dans mes temps libres. C'était vraiment pour le plaisir au début? C'était vraiment pour le plaisir. C'était vraiment en passe-temps. J'ai jamais imaginé que ça allait donner ça. OK. Donc là, je filmais mes vidéos quand je cuisine, parce que j'ai toujours aimé cuisiner. Depuis en Argentine, quand je faisais des beaux plats, j'avais l'habitude de prendre des photos et tout, poster sur mon Instagram. Donc là, j'ai dit, OK, je vais filmer mes recettes. Quand je fais une recette intéressante, donc je vais la filmer. C'était quelque chose que je faisais, disons, une fois par semaine. C'était pas... Et j'étais pas comme... À temps plein. Oui, à temps plein dans ça. J'étais pas investie. Mais ça a commencé quand Babe, il m'a envoyé une recette qu'il a trouvée sur TikTok. Il m'a dit, ça a l'air trop bon, j'aimerais bien que tu me cuisines ça. Moi, comme d'habitude, j'adore cuisiner. J'ai dit, oui, bien sûr, je vais cuisiner. J'étais tellement contente de reproduire la recette. Donc là, je l'ai fait, je l'ai filmé, je l'ai posté. Tu l'as filmé toi-même? Oui, moi-même, avec mon téléphone. J'avais pas, en ce temps-là, j'avais même pas de lumière, de ring light, de rien. C'était juste avec la lumière naturelle et mon téléphone. Donc, j'ai filmé ça, je l'ai posté, puis ça a éclaté. Ça a éclaté. Moi, jamais de ma vie, j'ai eu 15 000 likes dans quelques heures pour une vidéo. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh my God. Et les gens, dans les commentaires, comment t'as fait ça? Comment t'as fait ci? Ça a l'air trop bon. J'ai dit, oh, wow. Il me semble que les gens adorent ça, mais je vais continuer. Est-ce que tu as toujours voulu... Est-ce que dès que ça s'est arrivé, tu t'es dit, je vais le transformer en entreprise, ou tu voulais le continuer pour le fun? Non. Je voulais juste continuer pour le fun. OK. Et je me suis laissée emporter. Et je commençais à répondre les gens avec des vidéos. Par exemple, les gens qui me demandaient, comment tu fais le pickles? Comment tu fais telle sauce? Comment tu fais ça? Donc, je filmais, je montrais, je parlais. Donc là, c'est ça. Ça a enchaîné des centaines de vidéos comme ça. Puis là, mon compte, ça commence à grandir. Les followers, je crois qu'en 6 mois, j'avais déjà 100 000 ou 200 000 peut-être de followers sur TikTok. Puis après, quand est-ce que j'ai eu le déclic que je pensais que ça pourrait vraiment être quelque chose de plus. Quelque chose de plus, une entreprise. Parce que moi, là, aujourd'hui, j'ai 2 entreprises. J'ai Le Goût de ça et j'ai Émilie La Fortune. Émilie La Fortune comme
comme créatrice de contenu, personnalité web. Donc, j'ai pas compris à ce temps-là que je pouvais avoir ça. Donc, c'est avec l'approche des marques. Je me suis dit, oh my God, je peux faire de l'argent avec ça. Il y a des marques qui m'appellent, qui m'envoient des courriels. J'aimerais bien que tu fasses des publicités comme ça ici. Oh, je ne savais même pas comment faire. J'avais même pas idée. Donc, c'est de là que je dis, OK, mais ça peut être quelque chose de plus. Donc... Puis, à partir du moment où tu as réalisé que ça peut être quelque chose de plus ou c'est devenu quelque chose de plus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ton processus? Est-ce que tu es allé chercher de l'aide? Est-ce que tu t'es dit, OK, je m'assois, je fais un plan? Comment le reste de l'aventure s'est passé? C'était quand même... ça devrait être ça, aller chercher de l'aide. Mais pas nécessairement, ça dépend. Pas nécessairement, parce qu'on l'a fait entre nous. Parce que c'est vraiment... moi, mon fiancé et moi, on s'est assis, on s'est parlé, et puis on a vraiment regardé les autres influenceurs. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font ci, comment ils font ça? On a appris vraiment des autres influenceurs et mettre mon essence dedans. Donc, je dis, OK, on va chercher surtout... Et par exemple, je vais te raconter une anecdote de comment j'ai eu mon premier contrat. Je me sentais comme une ignorante, si on peut dire ça. Pourquoi? Parce que je ne savais même pas combien d'argent demander. Quand on m'a dit, c'est quoi ton tarif? Je ne savais pas parce que c'est la première fois qu'on allait me payer pour faire du contenu. Faire du contenu, pour moi, c'était quelque chose... de fun, pour le plaisir. J'ai dit, on va me payer pour faire ça? OK. Donc, j'ai fini par dire un prix hors du budget. Hors du budget ne veut pas dire en dessous. Oui, en dessous très en dessous. C'était quoi le prix? $800. Tu as proposé 800 et leur budget, c'était? 5 000. 5 000. C'est quand même fou à penser. C'est fou à penser, mais quand ils m'ont dit, notre budget, c'est 5 000, on va te payer 5 000, j'ai dit, oh my God, il existe des gens honnêtes comme ça? Moi, j'ai dit 800, ils m'ont dit carrément, on va te payer ça. J'ai dit, OK, parfait, merci. On a signé le contrat, j'ai fait le contenu et ça a bien passé. Donc, depuis lors, je me suis dit, OK, à chaque fois, je sais que ça varie un peu. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend du projet, ça dépend aussi de la campagne en soi qu'on est en train de faire, la compagnie ou l'entreprise en question. Donc, au moins, et ça m'a appris un peu à avoir une base quand je vais demander une prochaine fois. Tu commences pas à 800. Non, je ne commence jamais par 800. Donc là, je dis, OK, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis de là, je crois que on a fait nos recherches et puis ça allait tranquillement, ça déroulait tranquillement. OK, c'est vraiment... Ma prochaine question pour toi, je pense que j'ai fait mes devoirs, donc j'allais voir un peu tes entrevues. Puis une chose que tu disais, c'est que tu as quand même essayé beaucoup de choses. Tu as été coiffeuse, réceptionniste, tu as fait plusieurs parcours. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'avoir commencé petit ou de même pas avoir commencé dans le milieu entrepreneurial t'a aidé pour la femme d'affaires que tu es aujourd'hui ou pas? Ah, bien sûr, absolument. Ça m'a aidé, j'ai eu pas mal d'expériences, on va dire, professionnelles, puis de contact, d'interaction avec les gens, de comment servir aux gens, parce que j'ai toujours été dans le service, dans le contact avec humain, dans le contact humain. Exactement. Ouais, ça m'a beaucoup aidé sur ce point-là. OK, parfait. Tu mentionnes beaucoup ton fiancé. Ah ouais. C'est ton partenaire dans la vie, c'est aussi ton partenaire en affaires. En affaires. Comment ça fonctionne? Pourquoi je te le pose? C'est que je pense qu'en tant que femme entrepreneur, parfois, on a il y a plusieurs discours par rapport à faire affaire avec son copain, son fiancé. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Est-ce que c'est... Mais dans ton cas, est-ce que c'est une bonne chose? Je vais parler dans mon cas, mais un peu général. Moi, je crois que c'est une très bonne chose, mais
il faut bien choisir son conjoint ou sa conjointe. C'est pas parce que tu es en couple avec quelqu'un que tu peux lui faire confiance d'avoir des affaires avec. Ça dépend. Est-ce que tu es en confiance avec cette personne? Comment est ta relation avec cette personne? Et les valeurs de cette personne. Sa mentalité. Sa mentalité, c'est vraiment important. Donc, une fois que tu as tout géré ces points-là, tu as vu que c'est une personne de confiance. On a des points communs, on a des visions quand même similaires. OK, on peut faire des affaires. Moi, je crois que c'est le meilleur partenaire qu'on pourrait avoir. Ouais. Fait que tu penses, en fait, les idées par rapport à partenariat, je pense, entre couples, c'est que parfois, ça peut créer des difficultés, mélanger le travail, l'amour. Comment ça se gère? Je crois que j'ai eu quand même un peu de difficultés parce que c'est humain, parce que moi, je me juge moi-même étant que femme, on est quand même des fois très... émotionnel. Très émotionnel. On peut avoir une discussion qui n'a pas rapport avec le travail et tout. Donc là, tu viens, tu la portes dans le... C'est comme... Mettons, je suis fâchée pour quelque chose de banal avec mon fiancé. Puis là, on devrait faire quelque chose pour le goût de ça ou quoi. Dès que je suis fâchée, je ne fais rien faire. Donc, c'est... J'ai reçu un courriel pour le goût de ça, pour faire quelque chose d'important, juste parce que je suis fâchée. Je ne veux pas lui parler. Ça, vraiment, ça c'est un problème. Beaucoup. Ça, c'est un problème. Mais je l'ai étudié. J'ai fait vraiment beaucoup d'efforts. J'ai travaillé là-dessus. Aujourd'hui, je peux dire que même si je suis fâchée, les affaires, ce sont les affaires. Si tu sais faire cette différence-là, tout va bien se passer. OK. Il y a quelqu'un qui applaudit en arrière. Mais je pense que je suis d'accord aussi. Puis souvent, les discours, je pense, dans nos communautés, surtout, c'est très l'un contre l'autre. C'est très la femme entreprend, elle est forte, donc I don't need a man. Puis on peut comprendre un peu cette mentalité, mais je pense qu'on a beaucoup à gagner à se mettre ensemble et à créer ensemble. On a des perspectives différentes, on a des manières de voir. Peut-être que le gars est plus logique. Moi, je suis plus brain, je suis plus émotion, justement, avec l'humain. Donc, je suis d'accord avec toi qu'il y a de... Pas avec tout. Je pense que c'est pas avec tous ses copains ni toutes ses relations qu'il faudrait aller en affaires. Non, c'est pas tout. Mais il y a beaucoup à gagner dans ce genre de partenariat. Ouais. Je vais aller en profondeur là-dedans. Comment ça fonctionne? Qui fait quoi? C'est quoi le rôle de chacun? Comment vous comprenez cette dynamique un peu? OK. Moi, c'est vraiment l'influence, le marketing d'influence, les contenus, l'image, les idées, les créations de recettes, parce que on avait commencé avec 2 marinades. Là, maintenant, on a 2 sauces piquantes. Ça fait pas longtemps que ça est sorti. Après, je crois que... Quoi d'autre? Je fais plein de choses d'autres. Mais c'est quand même beaucoup. Puis lui, il est vraiment l'administrateur. Tout ce qui a rapport aux finances, comptable. Je ne veux rien savoir des numéros. Donc ça, c'est lui. Exact. Fait que c'est vraiment un partenariat qui se complète. Ouais, qui se complète. C'est beau à voir. Ma prochaine question pour toi, c'est... Faut que je m'en rappelle. Est-ce que tu as l'impression parfois que tu dois diminuer un peu ta lumière en tant que femme qui prend de la place, qui rit, qui a une énergie contagieuse? Est-ce que tu as parfois l'impression que tu dois diminuer tes compétences, tes accomplissements pour fit in a room, pour plaire, pas nécessairement plaire, mais pour rendre confortable ton entourage ou les personnes que tu côtoies qui ne sont pas nécessairement dans le même milieu? Et si oui, comment ça se passe? C'est une longue question. Moi, de un, je n'ai pas à diminuer ma lumière pour qui que ce soit. Toi, tu te sens pas bien, tu dégages. Oui, c'est comme ça. Je n'ai pas diminué ma lumière. Non, exactement. Non. Moi, je t'ai rien fait de mal. Au contraire, tu peux apprendre de moi. Je peux apprendre de toi, de ta... Chacun a sa lumière. Moi, je ne diminue pas. C'est comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par contre, qu'on t'impose un peu de te faire plus petite pour fit in? T'es une femme, t'es dans le monde des affaires, tu dois un peu prendre des décisions, tu dois commander. Est-ce que t'as un retour parfois qui n'est pas positif à ce genre de force ou de bossiness? Moi, je crois que ça m'est arrivé vraiment pas beaucoup de fois, mais
moi, je m'impose. Si tu essaies de me faire sentir moins, je ne te regarde même pas. Je m'en fous. C'est une confiance que on peut tous prendre des notes. Ouais, c'est important d'avoir confiance en soi. Surtout en affaires. C'est ça qui m'a permis d'être la Émilie que je suis aujourd'hui. J'étais toujours comme ça et je remercie Dieu pour cette confiance qu'il m'a donnée parce que c'est vraiment quelque chose qui empêche les gens d'exceller, quoi. Donc, la base, c'est la confiance en soi. Je ne dis pas que tu dois être arrogante. Moi, je ne suis pas arrogante du tout pas. Je crois en moi, je sais ce que je vaux. Donc, je ne permets à personne de me diminuer, jamais. Non? Wow. Disons que pour toi, c'est facile. Pour d'autres jeunes filles qui nous écoutent, qui commencent, qui veulent justement aller chercher cette confiance, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Quoi faire? Moi, je dirais c'est une conversation avec soi-même. Et je continue à le faire jusqu'à présent. Je me parle, je me regarde dans le miroir et j'affirme des choses. Moi, je peux. Moi, je suis belle. Moi, je suis intelligente. Il faut vraiment se parler. Il faut vraiment avoir un moment avec soi-même. Écouter son instinct. Moi, c'est comme ça que j'ai pu bâtir. Même si j'étais toujours une petite fille très confiante, j'étais toujours comme ça. Mais avec le temps, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie qui te fait... tu te questionnes. Tu te dis, peut-être que c'est de ma faute. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas. Tu doutes un peu. Tu doutes un peu. Là, pour renforcer cette confiance-là, il faut vraiment méditer. Il faut vraiment chercher à se connaître, à connaître ses points forts, ses faiblesses, où est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois améliorer. Donc, une fois, tu fais ça, donc ça va bien se passer. Wow! Bon, l'épisode est fini. Tout est dit. Bon, en fait, je trouve que c'est très inspirant ce que tu dis. Je crois que je parle pour moi en tant que femme entrepreneur et jeune, arriver dans une pièce, surtout dans les milieux justement que tu disais, là, très cravate, très chemise, parfois c'est difficile de faire sa place et j'ai parfois l'impression qu'il y a ce désir de nous faire petites, d'être moins forte, puis on a cette image de la femme noire qui est loud, qui est qui est extra, et parfois on veut un peu jouer contre cette image, alors on se met plus petite, mais ça joue contre nous. Donc le fait que t'es ce discours, je pense que ça va en inspirer plusieurs à être eux-mêmes. J'espère bien, parce que je veux que ce monde-là ait beaucoup plus de femmes confiantes, fortes. Exact. Et ouais, bien sûr, qui a une confiance en soi comme ça. Ouais. Et une femme entrepreneur qui est confiante, c'est aussi bien pour tous les restes des communautés. C'est pas que pour la femme. Vraiment important. Je suis d'accord. Bon, on va aller dans un autre angle. Tu disais tout à l'heure que tu avais 2 parties de ton entreprise. Il y a Émilie, la créatrice, et il y a le goût de ça. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de la vie, du parcours, de la création jusqu'à maintenant de le goût de ça? Comment ça se passe? Les difficultés, les défis? Ben, on va parler de le goût de ça. Donc, quand j'ai créé le goût de ça, c'était vraiment quand je commence à avoir beaucoup de marques qui m'approchent pour faire de la publicité, mais je me suis questionnée. Mais pourquoi moi, je peux être l'image de tant d'autres marques et pas la tienne? Qu'en est-il de la mienne? Donc, en plus, je suis déjà dans le secteur d'alimentation. Donc, c'est quelque chose que, à chaque fois que, même ma mère, quand je la faisais à manger, elle me disait, Émilie, tes plats, mais ma grande sœur, elle sait bien cuisiner. Ma mère, elle me disait tout le temps, mais tes plats ont un goût spécial. Moi, je dis toujours, c'est mon épice. C'est mon épice qui fait ça. Mais c'est pas seulement ma mère. En arrivant en Argentine aussi, avec des amis, avec des connaissances, tout le monde me dit la même chose. Puis c'est là que je dis, OK, ça doit être le produit. Ça doit être des marinades. Ça doit avoir avec les seasonings. Parce que c'est ça qui fait ma touche spéciale dans la cuisine. Donc, c'est ça qui fait... qui est le départ, le point de création. Le point de création. Et à partir de là, comment tu as fait pour avoir des commandes, pour faire en sorte que ça revienne? C'est pas juste une entreprise qui a existé pour un moment, mais qui dure à travers le temps. C'est quoi tes stratégies? Il faut toujours être présent, toujours faire du contenu qui a rapport avec ta marque. Par exemple, il faut pas trop... parce que moi, j'ai déjà
une audience qui me suit pour mes recettes, pour l'ensemble, pour moi-même. Parce que quand je fais mes vidéos, c'est moi et mes recettes. Donc là, j'en profite pour y mettre un peu de ma marque. Un petit placement de produit. Exactement. Pas beaucoup pour faire... Je veux pas faire... comment je pourrais dire ça? Courir les gens pour qu'ils ne pensent pas que tout le temps c'est de la publicité, je veux vendre. Juste, il faut savoir synchroniser, doser un peu. C'est ça que je fais. Ça fonctionne comment l'arrière-scène, les commandes? Comment tu le fais produire, par exemple? Est-ce que tu as un fournisseur? Est-ce que tu le fais chez toi? Je connais déjà la réponse, mais au commencement, je le faisais chez moi. Et comme je dis ça, ça fait déjà un an et quelques. Oui, qu'on avait commencé, mais j'avais commencé chez moi. J'étais avec mon blender, il m'aidait à faire, je faisais la marinade et tout. Lui, il m'aidait à remplir les pots, à mettre les étiquettes dessus. Mais c'était vraiment beaucoup de choses à faire. Puis là, quand on commence à avoir beaucoup plus de commandes, il faut trouver une manière il faut trouver une manière de fournir, de grandir. Puis là, le babe, il m'a dit, mais on doit chercher un fournisseur. Oui, c'est ça, une manufacture. Et vous en avez trouvé une? C'était quand même compliqué, mais on a enfin trouvé. On a trouvé, ça fait pas mal. Et puis, le produit reste vraiment, garde sa qualité, parce que c'était vraiment ça mon problème. Est-ce que quand quelqu'un va reproduire mes recettes, est-ce que ça va être... le goût de ça va être là? Donc, on a cherché, on a trouvé, puis là, maintenant, on est correct. Wow. On cherche même maintenant d'autres parce qu'on grandit. Parce que là où on est, c'est pas trop. Ça produit pas beaucoup de... ça produit beaucoup, mais là où on est rendu, on a besoin de plus. Exactement. Okay, je comprends. J'ai une question pour toi, je viens d'y penser. Dans notre conversation avant cette entrevue, tu me disais que parfois, quand on a un regard sur justement les créatrices de contenu, les gens du marketing d'influence, on voit que c'est la belle vie, le best life, mais en arrière de ça, c'est beaucoup de stress. C'est tes mots. Est-ce que tu peux nous parler de justement la pression d'une croissance aussi rapide? Parce que c'est quand même en peu de temps, tu es devenue Émilie Cuisine, que tout le monde reconnaît. C'est quoi l'arrière-scène de ça? Comment tu te sens? Comment tu vas? C'est la première question. Comment tu vas? Je vais bien. Oui. Je vais bien, mais je suis quand même stressée. Je ne vais pas dire de tous les jours, mais quand même, ça vient avec ça. Là, maintenant, je suis dans le processus d'apprendre à vivre avec le stress, parce que zéro stress, ça n'existe pas. Et j'ai appris que avoir du stress, ça fait partie de grandir. Si tu vis sans stress, ça veut dire que tu fais rien. Stagnes, exactement. Tu fais rien, tu es comme normal, dans ton petit coin de confort. Donc là, c'est pas ça qu'on veut. On veut grandir et il faut accepter que le stress, ça vient avec. Donc, c'est ça. J'apprends à vivre avec le stress. Comment? C'est chercher des choses que tu aimes faire. Par exemple, moi, je m'entraîne. Je m'entraîne beaucoup. Ça m'aide. Je fais des activités que j'aime. Puis, il y a quelque chose que je commence à faire d'ignorer beaucoup plus. Ton téléphone. C'est pas mon téléphone, sinon les réactions négatives, les gens négatifs, c'est comme, non, je veux même pas voir, je veux même pas regarder. Non. Donc ça aide beaucoup. Mais quand tu te focalises sur les énergies négatives et tout, non. Ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et puis, la création de contenu, ça apporte quand même beaucoup de stress. C'est comme tu es en prison. Tu t'es emprisonné toi-même. Pourquoi? Parce que il y a trop d'attentes de toi. Et toi-même, tu te fais des idées. C'est comme, oh my God, je n'ai pas posté depuis la semaine passée. Il faut que je trouve quelque chose à faire. Il faut que je poste. C'est comme, non. Même si tu ne veux pas y penser, mais tu y penses quand même. Des fois, mettons, moi, je poste 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, mais maximum, je poste 4 fois par semaine. On va dire dans les grands contenus, là, les vidéos qui prennent beaucoup de temps. Donc, des fois, une photo, ça prend pas beaucoup de temps. Mais
c'est dur à maintenir à chaque fois. Et moi qui suis déjà une personne perfectionniste, comme Angela. Donc, c'est comme, non, si j'ai posté ça, je ne dois pas le reposter. Il faut faire attention. Il faut toujours être créatif. Oui, il faut toujours être créatif. Et... c'est demandant. C'est très demandant. Donc, c'est ça qui cause... Mais pour moi, dans mon cas, c'est ça qui me cause beaucoup de stress. OK. Tu as dit quelque chose que j'ai trouvé surprenant, mais en même temps, je comprends parce que moi aussi, je suis un peu dans ce milieu. C'est que c'est comme se créer une propre prison. C'est ça. Est-ce que ça vaut la peine de se créer cette propre prison-là? On a décidé de le faire nous-mêmes, disons, de vivre dans ce... De se créer... En fait, le stress que les entrepreneurs vivent, c'est une décision qu'on a prise. On savait que ça allait venir avec et on a accepté de le faire. Est-ce que ça vaut la peine? C'est vraiment une question que je me pose. Des fois, je me dis, est-ce que ça vaut la peine d'être aussi stressée, de toujours faire plus, de... Qu'est-ce que tu en penses? Je vais te répondre cette question en 2 volets. Premièrement, pour moi, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que je sais où est-ce que je vais aller. Je sais pourquoi je le fais. Et le pourquoi... c'est quelque chose qui vient de mon cœur, qui me tient à cœur. Et ça vaut pas la peine si tu le fais juste pour faire plaisir aux gens. Si t'aimes pas ce que tu fais. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ta motivation. On parlait justement de ça dans l'épisode avant. C'est ton why qui te garde à passer à travers justement le stress et la difficulté. OK, intéressant. Dernière question pour toi. C'est une question, on en parlait à l'extérieur. Puis, c'était vraiment une question que je voulais te poser parce que ton contenu est très, très féminin, très femme, très sexy parfois aussi. Et la question que je te posais, tu m'as répondu, mais je veux que les gens entendent. Est-ce que tu penses que la beauté ou l'apparence... de la manière dont on se présente en tant que femme, ça sert à vendre? Ah, ben totalement. Donc, je peux dire que à 70%, c'est ça, mais c'est ça qui m'a fait évoluer autant. C'est ça ma différence un peu avec d'autres créateurs ou créatrices qui font des contenus de cuisine dans notre communauté. Parce que quand les gens vont parler, ils vont dire toujours « Ah, Emily, la fille qui s'habille, qui se met sexy pour faire des vidéos. » C'est ça. Les gens, c'est ça qu'ils ont à la tête. Donc, pourquoi? Parce que les gens aiment ça et les gens aiment voir une belle femme, une femme qui prend soin d'elle. C'est ça, mais ça vend beaucoup. Il ne faut pas venir comme ça, là. Non. Mais pour moi, je trouve que c'est quand même une forme d'intelligence et après, on peut se market de toute la manière dont on veut. Il faut rester fidèle à soi-même. Oui. Mais c'est quand même intelligent de prendre ce... Je dirais pas ce besoin, mais ce qui fait parler les gens, ça vend. Et parfois, on a de la difficulté avec ça. On veut pas trop se montrer. Après, je parle pas de physiquement. Je veux juste se mettre de l'avant. Oui. Surtout en tant que femme. Parfois, on se cache. Même moi, je le fais souvent. Je commence à me dire, non, je veux pas trop me montrer. Mais en vrai, les opportunités viennent quand tu te présentes au monde. Moi, j'ajouterais qu'il faut quand même respecter ses limites. Peut-être que, comme moi, je m'habille, il y a des femmes qui ne sont pas à l'aise pour s'habiller comme ça. C'est bon, c'est OK, tu ne te sens pas à l'aise avec ça. Ne le fais pas parce que ça va apparaître. Et quand ça apparaît, c'est pas bien. C'est pas beau. C'est pas intéressant. Au final, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité, bien sûr. C'est ça. Je pense qu'on tire à notre fin, mais pour conclure cet épisode, je voulais te demander... Il y a sûrement des jeunes femmes entrepreneurs noires qui nous écoutent, qui commencent en entrepreneuriat. Ce serait quoi un conseil? Ou si tu parlais à la jeune Émilie, qu'est-ce que tu lui dirais pour la personne qu'elle devient et qu'elle sera à l'avenir? De suivre sa passion. Parce que, comme je le dis dans mon livre, derrière chaque passion se cache un grand succès. Parce qu'il n'y a pas que comment je pourrais dire ça? Avant, quand j'étais jeune, je voulais être une avocate. Parce que, j'aimais ça, mais c'est quand même quelque chose de, le titre. Mais le succès que j'ai aujourd'hui, peut-être que je ne l'aurais jamais en étant une avocate. Mais c'est ça. Chacun, on a nos talents, on a une passion. C'est pour ça qu'il faut vraiment de base apprendre à se connaître. Et c'est quoi tes points forts? C'est quoi tes points faibles? C'est quoi mes passions, mes talents? C'est là que tu vas réussir. C'est pas avoir un titre de médecin. C'est pas ça. C'est suivre son cœur. Puis être discipliné
avoir tout le focus. Et il faut pas quand même et avoir le focus sur les choses négatives. Ça sert à rien. Tu vas perdre ton temps. Donc, c'est juste focus, discipline, et puis écoute ton cœur et avance. J'adore. Je pense que ce que je dirais aux plus jeunes filles, peut-être celles qui sont autour de la vingtaine, c'est aussi de faire attention à ses relations. Exact. On se laisse beaucoup distraire. Je vais là, je vais ici, mais on se rend pas compte. Une chose que j'ai remarqué dans mon petit parcours, c'est que c'est les petites choses qui amènent les grandes. C'est le fait que j'étais là, j'ai une conversation avec telle personne, j'ai pas dit non à cet événement, je suis allée. Mais si je suis toujours en train de sortir avec mon ami qui veut m'amener ailleurs que dans ce qui est bon pour moi, parfois ça nous détourne aussi de ce qu'on pourrait faire en tant qu'entrepreneur. Oui, des mauvaises influences, ton entourage, c'est important. Moi, je ne parle pas beaucoup d'entourage, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je ne sais pas pourquoi je n'en parle pas, mais peut-être c'est parce que moi, dans mon parcours, j'étais toujours une fille qui... Moi, j'ai une amie. J'ai du mal à me faire des amis. Mais peut-être c'est parce que j'étais élevée avec ma grande sœur. Ma grande sœur, elle était comme une caporale. Tu peux pas... C'est ça! Tu peux pas avoir des amis parce que t'es une petite fille. Tu peux pas te traîner partout. Donc, j'ai grandi avec ça. Puis, je crois que c'est quelque chose que... éternellement, je vais être reconnaissante avec ma grande sœur parce que ton entourage, ça compte trop. Il faut faire attention. Oui. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ou même mieux. Ça ne veut pas nécessairement dire, le conseil, c'est pas de s'isoler, mais plus d'avoir les bonnes personnes. D'avoir les bonnes personnes. Ça va vraiment déterminer de savoir choisir son entourage. Oui. C'est ça. Wow. Ça peut te détruire et ça peut te construire. Faire exactement. Oh! Donc, je pense que c'est ce qui conclut notre épisode. C'était vraiment une très belle conversation. On aurait pu continuer pendant longtemps, mais vraiment, merci pour la personne que tu es et pour le chemin que tu traces pour celles qui sont un peu différentes, qui ne veulent pas nécessairement faire les affaires comme on a appris à le faire de la manière traditionnelle, mais qui voient un modèle de réussite qui nous ressemble et qui nous inspire. Ça m'a fait grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Donc, c'est tout pour l'épisode, guys. On vous invite à partager, liker, envoyez-le à quelqu'un qui en a peut-être besoin, puis on se revoit à la prochaine épisode. Merci. Bye. Bye.